Honnêtement, je suis vraiment rentré dans l'industrie à reculons. Mon premier six-plex, je l'ai acheté il y a 4 ans, mais je me suis presque fait forcer par ma mère. 2 ans plus tard, je refinance, il y a 450 000 qui sort. Dès que j'ai compris ça, j'ai rendu obsédé par l'immobilier, mais je pense que grâce à ça, j'ai pu trouver mon bon spot. Ça veut essentiellement dire être sur ton X, ce dans quoi tu es bon. Le deuxième, c'est ce dans quoi tu t'amuses, ce dans quoi tu peux être payé, rémunéré. Puis le dernier, c'est ce que le monde a besoin, ce qui profite à la société, comment d'autres gens peuvent profiter de ça. Puis le milieu, l'intersection de ces 4 cercles-là dans le diagramme de Venn, c'est ton Ikigai, t'es sur ton X. Je pense que l'erreur philosophique, l'erreur en développement personnel. Bonjour et bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX, le podcast le plus écouté en immobilier au Québec depuis 2017 avec plus de 1,5 million de visionnements. Aujourd'hui, je reçois Kazin Owa, investisseur immobilier à Montréal. On va parler de mathématiques, de data, d'intelligence artificielle, mais aussi de Ikigai, de son pourquoi, de son leg, puis de l'évolution comme investisseur immobilier d'un point de vue spirituel et philosophique. Ça va être vraiment une discussion extrêmement intéressante. Alors, je vous souhaite un bon visionnement ou une bonne écoute. Bon, Kazin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à toi. Good. Fait que première apparition à Retour sur l'investissement, même première apparition, d'après moi, devant la caméra. Ever. Ouais. C'est bon, ça? C'est pas quelque chose que je fais souvent. Non, c'est pas quelque chose que tu fais souvent. Même, avant ta mère. J'ai pas réussi à aller chercher ta mère, mais j'ai réussi à aller te chercher toi. C'est bon, ça? The second best. Hey, t'es en train d'écouter ça, c'est pour ça que tu dis ça. C'est bon, ça. Fait que parle-nous de toi un petit peu. T'as un gros background de mathématiques. Ouais. Puis t'as un background d'immobilier aussi, parce que on a vendu le punch. Ta mère est aussi investisseur. Exact. Fait que moi, j'ai étudié beaucoup en actuariat. Ouais. Fait que j'ai vraiment accroché avec Philippe Fuzzy, là, parce que on se comprend. Ouais. 2 actuaires. Ouais. Puis pendant presque 10 ans maintenant, j'ai travaillé en data science, sciences des données. Ouais. Fait que tout ce qui est big data, machine learning, AI. Fait que, j'étais sur ça avant que ça devienne populaire. Là. Fait que, c'est quand même bien pour moi que l'industrie prend l'espace. Que ça prend de l'ampleur. Ouais, là. c'est ça. Puis à Montréal, on est d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est une vraiment capitale du AI, essentiellement, Ouais, l'intelligence artificielle. Je suis quand même bien placé. Mais là, j'ai pris plus un tournant immobilier depuis 2 ans. Puis honnêtement, je suis vraiment rentré dans l'industrie à reculons. Là. Ah oui? Ouais, j'ai dit 2 ans. Mon premier six-plex, je l'ai acheté il y a 4 ans, mais je me suis presque fait forcer par ma mère. Ah oui? Je voulais vraiment. Moi, je voulais vraiment pas. Ça m'intéressait vraiment pas. Là, j'avais une carrière, j'aimais vraiment ce que je faisais. Ouais. Puis, j'ai déjà aidé ma mère dans la gestion et tout de son parc. Puis, j'ai vraiment pas aimé mon expérience. Non? C'était toutes des facettes que j'aime moins. Là. Tout ce qui était gestion, beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration. Puis ça, c'est vraiment pas où est-ce que je shine. Parce qu'il peut avoir un avantage d'avoir des parents en immobilier, mais ça peut aussi être un désavantage parce que finalement, nos parents nous ont un peu forcés à travailler là-dedans plus jeunes. Puis... Exact. Puis, tu connais ma mère, là, puis elle, c'est le polar opposite de moi. Là. C'est complètement opposé. Là. Fait que, elle, elle est féroce, là, puis elle adore négocier, elle adore. Ouais. C'est une fighter, là, c'est une warrior. Ouais. Puis moi. Et une artiste. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis vraiment dans l'autre spectrum, là, que je suis vraiment plus analytique, puis j'aime ça analyser les chiffres et tout. Fait que, ce qu'elle essayait de m'inculquer, moi, ça pognait pas. Puis, je comprenais pas. T'en avais discuté plus tôt, là, mais je comprenais pas comment tu faisais pour devenir riche en immobilier. Là. Pour moi, ça faisait aucun sens. J'avais pas compris l'histoire du levier. Mais là, elle m'a forcé à l'acheter à 4 ans. Puis après, 2 ans plus tard, je refinance. Il y a 450 000 qui sort. Puis dans ce temps-là, je faisais 150 000 par année. Puis mais j'ai rien fait. J'étais assis sur mon cul. Puis j'ai fait presque 3 fois mon salaire
en refinancement. En refinancement. Puis après, là j'ai compris, ben, tu sais. Il y a quelque chose là. Ouais, c'est ça. Parce que ça, c'est quand APH Select était sorti. Puis t'es leverage à x20, là. Puis quand t'es leverage à x20, puis ton immeuble prend, disons, quelque chose de très raisonnable, là, c'est 3% d'inflation, là. T'es rendu à 60% par année, là. Puis t'es en retour de 60%. Pas à beaucoup de place, tu peux prendre ça là, sur le marché. Sans prendre d'énormes risques. Oui, exact. Fait que, dès que j'ai compris ça, moi j'étais rendu obsédé par l'immobilier. Là. Ah ouais? Mais moi c'est... dans tout ce que j'entreprends, c'est soit que c'est un pain in the ass, ça m'énerve, j'ai vraiment pas envie de le faire, ou je suis obsédé. Ouais. Le middle ground, il n'existe pas vraiment. Là. Je te comprends, moi aussi, je suis pareil comme ça. C'est soit que je suis incapable de le faire, puis zéro motivation, puis ça m'intéresse pas, puis je le ferai jamais, ou soit que je suis tellement all-in que je respire ça constamment. Là. Ouais. Exact. Là, moi, ça fait environ 1 an là, que je suis vraiment all-in. Ma mère a fait de la MREX avant, puis elle me l'avait conseillé, puis moi, j'ai vraiment adoré mon parcours avec la MREX. Moi, je me demande même si vous n'êtes pas les premiers parents, enfants qui ont fait la meute un après l'autre. Là. Peut-être. Puis, ma mère, elle voulait toujours me pousser dedans, puis elle voulait même me donner de l'argent pour acheter. Là. Mais tu sais, ça, c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai pas envie de... le mot peut-être un peu fort, là, mais je veux pas tricher dans mon parcours. Là. Ouais. Je veux vraiment partir du premier step, puis faire chaque step. Puis je veux vraiment... Quand je vais avoir réussi, je pense pas que je vais ever penser que j'ai réussi. Là. On veut toujours croire, mais je vais me retourner puis dire « Ah, mais j'ai réussi ça par moi-même. » À cause de toi. Non, c'est exact. Ouais. Je comprends que je suis quand même chanceux parce que ma mère, c'est une excellente mentor. Ouais. Mais je veux quand même pouvoir me dire que c'est moi qui l'ai fait moi-même. Là. Puis c'est aussi pour ça que je voulais absolument pas le faire avec ma mère, la meute. Ah ouais, pour vrai? OK. Ouais. Et ça, c'était ma décision. Tu voulais justement faire ton propre chemin. Je voulais pas me faire overshadow pour ma mère non plus. Puis je voulais vraiment créer ma propre business. C'est mon propre... c'est mon propre jeu. Là. Moi, je m'amuse, puis je veux faire ma propre chose. Ouais, c'est ta carrière. Non, exact. C'est ton parcours, ton chemin. Ouais, pour moi, c'est super important que je le fasse moi-même. Là. Puis que ça soit pas... que je prenne pas des shortcuts. Là. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Puis là, tu disais tantôt, tu sais, la gestion, la négociation, qui sont justement des choses que je pense que ta mère aime beaucoup. Ouais. Toi, tu es un gars, justement, de mathématiques, de data science, tu sais, d'actuariat. Ouais. Est-ce que tu réussis? Ben, je connais la réponse, mais je la pose pour les gens qui écoutent, là. Mais tu sais, à appliquer ce côté-là à l'immobilier maintenant. Là, je me focus vraiment sur cette facette-là. Ouais. Puis j'adore. À chaque fois que je fais de l'immobilier, à 90% de mon temps, je fais ça. Ouais. Puis ça, c'est aussi un concept que ça fait longtemps que j'ai compris, mais que je l'appliquais pas très bien. Puis c'est un concept que j'ai revu à la MREX. Mais durant une semaine là, ou durant une journée, de 1 millier d'activités. Ouais. Chaque activité, il y a un coût associé à ça. Puis un coût où tu génères des revenus. Oui, un coût d'opportunité. Oui, exact. Coût d'opportunité, coût de renonciation. Là, pour moi, c'est super important qu'à chaque fois que je fais une activité, que je rank toutes mes activités que je peux faire, puis que je travaille vraiment sur ceux qui sont en haut, puis moins pour ceux qui sont en bas. Puis quand j'aime quelque chose, je suis aussi meilleur, fait que ça rapporte plus. Fait que exact. Finalement, je finis par vraiment faire ce que j'aime faire. Puis aussi, à la première meute, ça c'est ce concept qu'on a révisé. Là. J'ai fait mon MBA, fait que il y a plein de concepts que j'avais déjà vus, mais c'était pas applicable dans ce temps-là, que j'ai revu. Il y a beaucoup de concepts qui s'entrecoupent avec la corde, là, la meute. Mais on a fini la fin de semaine, dimanche, c'est samedi, j'étais allé voir 3 personnes pour être mes partenaires, pour qui prennent des autres responsabilités que j'aime moins. Là. Ah ouais, t'es sérieux? Ouais.
Puis, ça faisait longtemps qu'on discutait, qu'on voulait Ça, c'était travailler après la ensemble. formation Le CEO. que j'ai donnée, le CEO, Ouais, sur exact. le Who Not How, Exact, justement. exact, exact. Puis c'est combien tu vaux de l'heure. Exact. Fait que, tu sais, c'était la journée même. J'étais allé trouver mes trois autres partenaires. Puis là, ça fait 6 mois qu'on a commencé, là. Puis là, ça roule. Ah ouais. Mais je suis... C'est juste avant la vidéo, là, on parlait du Ikigai. Mais je pense que grâce à ça, j'ai pu trouver mon bon spot, là. Ouais, être sur ton X. Exact. On parlait du Ikigai avant, qui est un concept, moi, que je garde très, très proche. J'en parle quand même assez souvent, je pense, sur les réseaux sociaux. Puis j'ai une grande annonce. D'après moi, pas longtemps après que cette vidéo-là va sortir, l'annonce va arriver, là, mais c'est en lien avec Ikigai. Je vais en ligne là-dessus, mais le Ikigai, c'est un concept japonais, c'est un mot japonais, I-K-I-G-A-I. Puis ça veut essentiellement dire être sur ton X. C'est quoi ta raison d'être, là? Il y a un diagramme de Venn qui est dans chaque cercle, c'est essentiellement, il y en a un qui c'est ce dans quoi tu es bon. Le deuxième, c'est ce dans quoi tu t'amuses. L'autre, c'est ce dans quoi tu peux être payé, rémunéré. Puis le dernier, c'est ce que le monde a besoin, ce qui profite à la société, comment d'autres gens peuvent profiter de ça. Puis le milieu, l'intersection de ces 4 cercles-là dans le diagramme de Venn, c'est ton Ikigai. T'es sur ton X. C'est un mélange de mission, vocation, passion et profession, essentiellement, là. Puis ça a été créé à Okinawa, qui est une île dans le sud du Japon. Ah ouais. Puis c'est une des îles c'est un des endroits dans le monde qui est dans les Blue Zones. Les Blue Zones, c'est les endroits qui ont le plus de centenaires. OK. Ouais. Ah ouais. Puis quand ils ont écrit le livre Les Blue Zones, les zones bleues, ils ont passé en entrevue beaucoup de centenaires d'Okinawa. Et ils leur ont demandé, tu sais, comment ça se fait qu'il y a autant de centenaires ici. Puis une des grandes raisons qui sortait, c'était le concept de Ikigai. Parce que ces gens-là, c'est leur philosophie de vie, c'est leur ancrage. Et c'est pour ça que d'ailleurs, ces gens-là n'arrêtent pas de travailler. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de concept de retraite. Okay. Parce que pour reprendre ta retraite de ta raison d'être. Oui, c'est ça. Pourquoi? T'es passionné, c'est ce que t'aimes faire de toute façon. Puis ils réussissent à le trouver dans tout ce qu'ils font. Même si t'es un concierge, ben eux, leur philosophie de vie, c'est que tu dois... Si c'est ça ton travail concierge, puis que ça sera pas d'autre chose parce que t'as pas d'autres compétences, t'as pas d'autres ambitions, mais tu vas transformer ta perception pour que être concierge se retrouve dans ton Ikigai. Tu vas venir te dire, ben, je suis rémunéré, donc je gagne ma vie, c'est une belle chose. Je peux aider le monde en faisant ça. Parce qu'on s'entend, tu sais, ça fait drôle à dire, mais pas de concierge. Ça fait dur. Ça fait dur, là. La vie est plate, là, tu sais. Pas de ménage, pas de concierge. La vie est plate. Puis après ça, ben, on s'entend, plus que tu fais quelque chose, tu deviens bon. Puis finalement, ben, est-ce que tu t'amuses à le faire en le faisant? Ben, ça, là, souvent, on donne cette responsabilité-là de est-ce que j'aime ça le faire? Mais j'aime pas ça faire ça. Mais ça reste qu'aimer faire quelque chose, ça peut aussi, tu peux apprendre à aimer quelque chose, puis tu peux changer ta perception vers, ben, je vais aimer cette chose-là. Si je décide d'aimer cette chose-là, je vais l'aimer. Puis eux, les Okinawa, Okinawa, je sais pas comment le dire, mais en tout cas, les gens qui habitent à Okinawa, essentiellement, c'est leur philosophie de vie, puis ils disent pour ça que il y a autant de centenaires. Fait que, bref, fermeture de parenthèse. Ouais. Fait que tu disais que tu commences à trouver ton Ikigai. Oui. Tu commences à être sur ton X. Oui, exact. Puis là, j'aimerais vraiment ça pouvoir marier mon ancienne vie, là, côté plus data science, à l'immobilier. Ouais. En tech, dans l'industrie de la tech, les choses bougent vite, là. Puis ça évolue. Vraiment. Mais là, je rentre dans l'immobilier, la construction, puis j'ai l'impression qu'on est très... un peu arriéré. Absolument. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déficiences à aller chercher. En apportant... Maintenant, le AI est rendu très, très populaire. Là. Tout le monde l'utilise, même ma grand-mère l'utilise. Ah ouais? Puis... ChatGPT. Oui, c'est ça. En chinois. Eux, ils utilisent DeepSeek, je pense. Ouais, c'est ça, ils utilisent DeepSeek. Hein? Mais ouais, ça. Fait que, tu sais, même tout le monde l'utilise. Là, comme un des mortels l'utilise. Puis là... Puis ceux qui ne l'utilisent pas, réveillez-vous. Là, exact. Puis, j'ai l'impression qu'on peut vraiment améliorer l'efficacité par exemple, la construction, là, pour apporter, pour construire plus, par exemple, ou pour
Plus vite, moins cher. Ouais, exact. Parce que Ouais. plus qu'on est capable de construire vite, moins que c'est cher, plus qu'on est capable de construire tu sais, des maisons abordables. Parce que Absolument. c'est impossible. Tu sais, personne ne va construire un immeuble puis faire des pertes. Non. Le concept n'existe pas, là. Non. Avec- Ben, à moins que c'est pas ton argent. Ouais, puis ben, c'est ça, exact. ben, ceux qui font ça, ben, ça s'appelle le gouvernement. mais, Parce que c'est pas leur argent. non, mais en réalité, la société perd. Ouais. Parce qu'il y a de l'argent Ben oui, qui est exact, perdu. exact. Il n'y a pas de l'argent magique, là, ça vient toujours de quelqu'un. Ben, ça vient de nos d'export. prochaines lois. à la Ouais, fin ça, de la exact, journée. exact. C'est ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gains à aller chercher. Tu sais, même dans les analyses. À un moment donné, tu m'avais parlé de pouvoir démocratiser l'immobilier. Ça, je pense que ce serait une bonne façon de réduire les prix parce que là, l'immobilier, c'est un des gros gains dans l'immobilier, je pense que c'est l'opacité Ouais. de l'information. Ouais. Les gens, c'est seulement avec l'information que tu es capable soit que tu connais des gens, tu as des contacts, tu as des fournisseurs, Ouais. ton réseau, tu sais comment le levier fonctionne. C'est toujours de l'information. Ouais, le fait que l'information est aussi opaque, Exact. tu sais, c'est un marché de insiders, Exact, d'initiés. exact. C'est pour ça que ça a historiquement toujours été ben, mon oncle ou ma mère ou ma famille ou mon voisin sont dans l'immobilier parce que c'est dur d'accéder à l'information, aux Vraiment. data, c'est très opaque. Vraiment. Il faut que tu sois un initié là-dedans. Puis j'avais fondé MREX, moi, pour corriger ça. Essentiellement, à base, on en parlait, c'était une entreprise technologique, mais finalement, l'industrie veut protéger son opacité. J'ai eu des petites batailles légales parce que finalement, ben, l'industrie en tant que telle veut pas rendre ça transparent. Pas veut encore pas, prêts. Ils sont pas encore prêts. ils sont pas prêts, puis ils vont tout faire pour venir écraser les gens qui vont essayer de changer ça parce que ils veulent pas ça, Finalement, c'est pas juste les investisseurs qui perdent, c'est aussi la population, right? absolument. Parce que, tu sais, in the end, tous les investisseurs vont vouloir investir dans quelque chose qui est rentable, mais Ouais. plus que c'est rentable, plus qu'il y a d'investisseurs qui vont entrer, plus que la marge va rapetisser, Ouais, fait que plus que ça va être affordable pour tout le monde. Là. absolument. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que pouvoir minimiser les coûts puis pouvoir optimiser l'industrie, on pourrait voir des gains à tout niveau. Là. Absolument. Tous les acteurs gagnent. Absolument. Même je lisais sur LinkedIn aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de lire en détail, mais il y a une ville aux États-Unis, je pense, qui ont commencé à utiliser l'intelligence artificielle dans les processus de changement de zonage puis de demande de permis OK. pour pouvoir accélérer justement pour pas que ça soit aussi dépendant d'êtres humains qui s'en vont ouvrir un dossier, qui prennent le temps. Tu sais, exemple, moi, ici à Sherbrooke, là, il y a un dossier, j'étais en changement de zonage sur un site spécifique. J'ai envoyé le dossier au mois de, je pense, mars 2024. Il y a un humain qui a fini par l'ouvrir en janvier cette année. Puis là, l'humain n'a pas pris entièrement connaissance du dossier. Fait que finalement, nous est revenu avec des affaires. En tout cas, là, on vient de perdre encore 3 mois, 4 mois sur des âneries. Et pendant ce temps-là, les logements ne se construisent pas. T'sais, fait qu'on ne règle pas plus la problématique. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans qui auraient pu être réglées justement par l'AI, par de la technologie. L'efficience. Mais on est très inefficient. Les villes, on s'entend, c'est extrêmement inefficient. Fait que j'ai hâte de voir comment que ça va impacter. Je pense que ça va être très positif. J'espère. Puis, tu parles du temps et des délais, mais ça, c'est un autre coût que les gens ne comprennent pas. Là. Non. Si un projet prend 3 ans, ça coûte cher d'avoir des capitaux coincés là pendant 3 ans. Là. Ouais. Soit que tu as de la dette, fait que ça te coûte cher, fait que ça mange de profit, il faut que tu loues plus cher. Exact. Ou soit que c'était ton argent, mais là, ça mange les rendements, fait qu'il faut que tu loues plus cher pour avoir les rendements, parce que sinon, tu n'aurais pas fait le projet. Exact. Donc, à la fin de la journée, encore une fois, puis c'est ça qui est de valeur. C'est qui est blessé par ça? C'est le locataire. C'est ça qui est plate, tu sais, puis on s'entend, les investisseurs veulent juste bâtir, go, tu sais. Ouais, je pense que c'est vraiment un concept que les gens ne comprennent pas. Là, Non. plus que c'est vite, plus que c'est rentable, Ah ouais. plus que les gens vont construire.
Parce que les gens ne comprennent pas les mathématiques. Exact. La valeur de l'argent dans le temps, c'est encore très... Ouais, c'est ça. Ça, puis le coût de renonciation, le coût d'opportunité. Ouais, là. exact. Ouais. Tu disais tantôt, je suis curieux, tu sais, après la première retraite de la meute, tu parlais, la formation que je donne le samedi, c'est sur qui et non comment, d'essayer d'emmener les investisseurs immobiliers à voir leurs investissements comme une entreprise. Puis quand on a une entreprise, on a tout le temps deux choix, de travailler dedans ou travailler dessus. Puis plus qu'on est le dirigeant, bien, idéalement, il faut qu'on travaille dessus et non pas être la personne qui fait toutes les tâches. Puis là, tu disais que suite à ça, puis on a fait un exercice aussi de la valeur de ton temps. Ouais. Suite à ça, tu es allé chercher des partners pour prendre les choses que finalement te convenaient moins. Explique-nous donc un petit peu comment tu as réfléchi à ça. C'est quoi que tu es allé chercher comme partner pour faire quoi? À la première meute, j'étais rendu à une trentaine de portes à Montréal. Puis j'étais déjà tanné de la gestion, puis de la location, puis faire mes taxes. Puis, faire 1 heure de taxes, là, ça draine une journée d'énergie pour moi. Là. Je suis mort. Après, je suis off. Moi, 1 mois. Exact. Je peux faire de la prospection jusqu'à 2 heures du matin. Je suis bien content. Mais sinon, il y a d'autres choses que j'aime vraiment pas faire. Là. Puis, j'avais discuté que je m'étais donné un beau chiffre, le milliard d'actifs. Puis, en écoutant le cours, j'ai réalisé, mais c'est impossible. Je vais me tanner avant de me rendre au milliard. C'est certain. Impossible que je me rende là. Là, j'ai trouvé des gens qui... J'ai une personne qui s'occupe de la gestion, par exemple. J'ai une autre personne qui s'occupe du légal, des zonages, de parler avec les villes. Puis j'ai une autre personne qui est plus focusée sur la construction. OK. C'est tout des facettes que je suis moins calé. Puis là, on est allé genre à part égal. Là, c'est des amis de longue date. En partenariat. Oui, vraiment en partenariat. Là. Okay. Puis j'essaie toujours d'avoir le mindset d'exécutif. Présentement, on est encore petit. Là, on a fait une couple d'acquisitions, peut-être 4-5 millions. Mais on n'est pas encore assez gros pour avoir des employés. Donc, on fait quand même les tâches en interne. Ce qui est normal au début. Mais en même temps, en faisant les tâches, on construit les processus. Exact. Puis après, là, je suis capable d'automatiser des choses. Puis là, quand je vais avoir un employé, là, ça va être beaucoup plus facile. Tu vas pouvoir lui donner le SOP, le Standard Operating Procedure. Exact. Puis tu l'as fait toi-même, fait que c'est encore mieux. Je comprends comment ça fonctionne. Avec, je construis ma business pour scale. Je sais que je vais scale. Je sais que je vais hit mon milliard. Je sais juste pas quand. Mais je construis pour arriver là. T'as le temps? T'as quel âge? Je viens d'avoir 35 hier. 35, Fait que, j'aimerais ça avoir 35. Ça fait juste 5 ans, non? Bon, 6 ans, j'en vais avoir 41 au mois de juin, là, dans un mois. Bonne fête, d'ailleurs. Merci. Bonne fête. Mais je suis sûr qu'il y a des gens en ce moment qui nous écoutent. Puis qu'il y en a quelques-uns qui doivent un peu ravaler le travail. Ils ont fait comme, attends, y a-tu 10 milliards? On est au Québec, là. On n'est pas en Chine, là. On est au Québec. Y a-tu 10 milliards? Puis je l'avais comme noté, puis ça m'a fait sourire quand tu viens de dire tu sais pas quand, puis que je t'ai dit que tu as le temps. Parce que 1 milliard, ça a l'air incroyable. Ça a l'air farfelu. Même moi, un gars qui a commencé avec 0, sweet fuck all dans la vie, là, tu dis, hey, 1 milliard, c'est débile. Mais en même temps, quand tu fais de l'investissement immobilier pour assez longtemps, que tu réinvestis les profits, que tu le fais avec d'autres, puis que tu comprends la mathématique de l'inflation, de la prise de valeur d'actifs, de l'effet composé du rendement, toutes ces choses-là, tu te dis, OK, t'as peu, là, c'est pas si farfelu que ça. Nous, en ce moment, je veux dire, j'ai parti notre parc immobilier fin 2019, puis fait que ça fait grosso modo 5 ans. Puis en ce moment, on approche, avec nos changements de zonage, on va être à 113 millions d'actifs. Puis il y a un autre 400 à construire sur ce qu'on détient déjà. Mettons, on ne fait plus jamais aucune acquisition. 500. Puis là, après ça, on laisse le temps faire son travail pendant 30 ans. Ça va doubler, c'est sûr. Puis on atteint 1 milliard juste avec ça. Je ne suis pas tout seul là-dedans. J'ai des partenaires, j'ai des investisseurs avec moi, mais quand même, on avait fait à peu près 75-80% tout seul, juste moi et mon partenaire Fred. Wow. C'est
je trouve ça le fun d'en parler là. C'est pas une vantardise, hein, c'est pas ça l'objectif, mais j'en parle, je trouve que c'est intéressant que tu es allé vers là parce que c'est important qu'on expansionne la psychologie sociale qu'on a ici au Québec. Tu sais, de voir grand, arrêter de se mettre des limitations, arrêter de jouer petit Québec. Tu sais, la mentalité, j'en parle souvent, la mentalité du petit Québec, tu sais, la mentalité judo-chrétienne. Ouais, non, vous êtes qui, vous autres, là, pour penser que vous allez pouvoir faire ça, puis c'est mal de toute façon faire ça. Tu sais. Tu connais l'expression aim for the stars and at worst you'll land on the moon? Exact. Ok, pourquoi pas? Ben oui. Ouais, c'est mon objectif. Là. Puis là, on a structuré nos objectifs 5 ans, 3 ans. Ouais. C'est tous des trucs que tu as expliqués durant la première semaine, mais j'avais besoin de ce rappel-là. Ouais. Ça se peut que ça change en cours de route. Oui, c'est certain. Moi, je m'en rappelle quand j'étais pauvre comme la marde, j'avais comme objectif d'être milliardaire, puis après millionnaire, puis après ça milliardaire, puis aujourd'hui, je suis multimillionnaire. J'ai pas l'objectif d'être milliardaire, certainement pas. Est-ce que je pense que c'est une possibilité parmi tant d'autres? Possible. Après assez longtemps, mais c'est pas mon objectif. Mon objectif a changé, mais ne serait-ce que c'est important, je pense, pour les investisseurs de tout âge, puis peu importe où est-ce qu'on est, 30 portes, 300 portes, 3000 portes ou 0 portes, de ne pas être gêné. De se mettre des objectifs ambitieux, de rêver aussi. Puis, c'est comme ça que tu avances. Aussi, pour clarifier, je veux créer un actif d'1 milliard. Je veux pas être milliardaire. Milliardaire moi-même. Moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça d'être riche. Moi, c'est juste un objectif. Ouais. Puis... Tu le vois comme une unité de... Moi aussi, je le vois un petit peu de même. Pour moi, les chiffres, c'est une unité de mesure. C'est comme gagner une game de hockey. Oui, exactement. C'est un high score. Là. C'est ça, c'est score. Il faut mesurer les choses dans la vie. Ouais. C'est une manière de mesurer que, crime, j'ai réussi ou j'ai accompli certaines choses. Il y a d'autres manières de le mesurer, mais c'en est une. Il y avait un sujet que je voulais discuter avec toi. Là. Tu parles beaucoup de philanthropie et tout. Ouais. Puis... J'y pensais pas tant que ça, disons, il y a 3 ans, mais plus que moi, je suis confortable, plus que j'ai envie d'aider les gens autour de moi. Là, par exemple, j'ai un enfant de 3 ans, là, c'est sûr que je veux que ma famille soit confortable. Ouais. Mais là, j'ai un peu plus d'argent, je veux aider mes amis, je veux leur faire profiter de mes connaissances ou de ce que je sais faire. Mais après, j'ai l'impression que je vais vouloir expand encore plus. Là. Ouais. Plus d'argent que j'ai, plus que je pense que je voudrais aider à plus grande échelle. Ouais. Mais des fois, j'ai un peu de misère à savoir comment bien balancer ça. Là. Tu peux pas... Imagine que j'ai jamais commencé l'immobilier, puis j'ai pas de skills, ou j'ai moins de skills que je peux partager, et j'ai moins d'argent. Je peux aller servir de la soupe les gens, mais mon impact serait moins important. Ouais. Minime. Ouais. Mais à quel point... Là, on va dire, ce serait un impact à échelle locale. Ouais, exact. Très locale. Et puis, j'enlève rien à personne. Non, absolument. C'est très important. Oui, exact. Ouais. Mais c'est à quel point que je veux grossir pour pouvoir redonner aux autres après, comment je fais pour balancer ça, là? Ouais. Parce que si j'en donne trop, mais je peux plus grossir moi-même, puis je peux plus aider à... C'est comme un investissement, right? Ouais. Toi, comment tu fais pour balancer ça? C'est une bonne question. Je fais pour balancer ça. Je pense que ça revient à ton ikigai. Tu sais, ça revient à... Il n'y a pas de bonne réponse. Comment tu veux faire les choses, ça t'appartient. Comment tu finis par les faire. Tu sais. Moi, la réflexion que j'ai eue dans ma propre société immobilière, puis avec mon partenaire Frédéric, qui a été mon Day One, là, qui est là depuis le début. Là. C'est un médecin radiologiste d'ailleurs, il a fait la meute, puis il y a des cliniques de radiologie. C'est un gars très, très entrepreneurial également. Puis, tu sais, à la base, nous, on voulait acheter des immeubles. Moi, je voulais créer un hedge contre tout mon risque entrepreneurial parce que ça fait 20 ans que je suis en affaires. Mm-hmm. Puis en affaires, on bâtit des compagnies qui ont de la valeur. Des fois, on fait des petits exits ici puis là.
Sinon, ben, quand on n'existe pas, la valeur est prise dans la compagnie. Oui, il peut y avoir du cash flow puis des salaires, des dividendes, mais tu sais, ça reste que une PME, même si ça vaut, je sais pas moi, 5 millions, tu n'as pas cet argent-là, il est sur papier. Même dans le monde de la tech, là, j'en ai rencontré des gars qui avaient des business qui valaient des milliards, mais il n'y avait pas une scène. Parce que c'était tout papier, finalement. Fait que je voulais créer un hedge pour ma famille, que si jamais quelque chose m'arrivait ou si jamais une entreprise allait moins bien, ben au moins, toute ma valeur ne serait pas dans juste mes business. Et en plus, ben, mes business, c'était des business à l'immobilier, fait que j'avais l'expertise. Fred, la même chose, c'est un médecin, fait que lui, il voulait avoir un hedge de peut-être un jour, ça ne tentera plus de travailler comme un débile à l'hôpital parce qu'il va être brûlé puis qu'il aimerait ça faire d'autres choses. C'est parti de là. Et moi, j'ai toujours eu un aspect très social, une conscience très sociale. Ma mère, je dis tout le temps, c'est une ancienne hippie, dans le fond, là, tu sais, fait qu'elle... ça vient avec une conscience sociale. Mon père était moitié indien de l'Inde, qui a grandi dans une famille très socialement impliquée dans le nord-est de l'Inde. La famille de mon père était une des familles qui backait Gandhi dans le mouvement du Brahmo Samaj, qui est un mouvement essentiellement pour, arrêter de faire en sorte que le brahmanisme soit aussi méchant envers certaines parties de la population, puis aussi pour libérer l'Inde de l'Angleterre. Bref, ça, c'est une autre histoire. Là. J'en parle très rarement publiquement, mais c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire, j'ai grandi dans une famille très socialement consciencieuse. Et plus qu'on a bâti notre actif net dans notre immobilier, ben, les deux, Frédéric aussi a grandi avec une grosse conscience sociale. Les deux, on s'en regardait, puis on a eu beaucoup de discussions. Tu sais, déjà, on avait parti ça s'appelait Fierbrook. Ramener la fierté au centre-ville de Sherbrooke. C'était pas Richebrook, devenir le plus riche possible à Sherbrooke. Tu sais, fait que déjà, tu voyais qu'il y avait une conscience sociale autre que juste faire de l'argent. Mais la réflexion, on est arrivé à un moment où on avait... Je dis, regarde Fred, on a vécu une grosse croissance. On a dû poursuivre un partner. Ça a été vraiment pas le fun, une très mauvaise expérience. On a vécu la montée historique des taux d'intérêt comme tout le monde. On a vécu la vie 248 comme tout le monde. Puis, tu sais, nous, on roule à 15-20 millions de prêts privés par année depuis 5-6 ans. Fait qu'on l'a vécu énormément. Malgré tout ça, on a une belle business. On est encore là pour longtemps. On est stable. Mais est-ce que je me vois continuer à passer chez le notaire à chaque semaine ou à chaque mois pour passer chez le notaire encore, pour avoir plus d'immeubles? La vérité, c'est non. Moi, pour ça, tu sais, on a créé le hedge, il est là le hedge. J'ai aussi vraiment fermé la gueule à bien du monde qui disait « Hey, Nicolas, il n'y a pas d'immeuble. Il ne connaît pas vraiment ça, mais OK, mais j'ai acheté 40 immeubles en 28 mois. Toi, tu faisais quoi, mon chum? » Tu sais, comme... Puis je suis encore la même personne qu'il y a 28 mois, ça ne change rien, tu sais. Fait que là, tu te dis, OK, pourquoi qu'on fait ça maintenant? Tu sais, notre why, notre ikigai, c'est quoi la raison d'être? Qu'est-ce qui fait que je vais me lever le matin? Je veux être excité quand je me lève. Je veux sentir que ce que je fais, c'est important. Puis pas juste pour moi, mais pour d'autres. Je veux que mes enfants me regardent avec fierté, puis je veux que mes amis, je puisse leur parler fièrement de ce que je fais et sans que ce soit de la vantardise. Puis c'est là que notre réflexion, c'était, OK, ben, on veut-tu attendre à dans 25 ans pour devenir les plus grands? C'était une de nos ambitions. On voulait être au moins les plus grands philanthropes de l'Estrie. Ça, c'était une de nos ambitions. Là. C'était pas le nombre de portes. C'était à travers notre immobilier, on voulait devenir les plus grands philanthropes en Estrie. Puis là, plus qu'on parlait de ça puis qu'on réfléchissait à ça, notre constat, c'était comme, ouais, mais pourquoi attendre dans 25 ans? Puis pourquoi vouloir être les plus grands? C'est encore de l'ego, ça. Puis peut-être ça l'est, peut-être ça ne l'est pas. Mais on est arrivé rapidement au constat, j'ai dit, t'as peu, je pense qu'on peut en faire plus dès maintenant. Probablement qu'on ne deviendra jamais les plus grands. Autant en nombre de portes, autant en nombre de dons. C'est pas grave. On va avoir eu vraiment du fun. On va avoir eu vraiment de l'impact, puis de manière constante, de manière composée. Fait qu'on va changer un peu comment on fait de l'immobilier. On va devenir davantage des investisseurs d'impact. On l'était déjà, d'un sens, mais on l'est devenu encore plus. On a poussé la réflexion.
On l'a poussé plus au niveau opérationnel. On s'est ouvert notre capital action aussi à... Maintenant, on a une vingtaine de gens qui investissent avec nous. OK. On a ouvert notre gâteau. On la partage avec plus d'investisseurs pour, impacter la vie de d'autres investisseurs et leur famille. Exact. Parce qu'ils bénéficient de notre expertise, de notre scale puis de notre expérience. Mais aussi, ça nous permet d'avoir plus d'impact sur les communautés, les quartiers, les villes, parce qu'on a plus de capitaux également. Et ça fait qu'à la fin de la journée, ta réflexion tantôt, c'était où est-ce que tu l'arrêtes ou tu l'arrêtes pas. Puis c'est sûr que moi, probablement, que j'étais sur une trajectoire de peut-être devenir le plus riche. Une des personnes très, très riches au Québec. Ouais. Je dirais pas le plus riche, mais tu sais, comme j'étais sur une trajectoire probablement où les chiffres auraient été assez farfelus. Mm-hmm. J'ai probablement maintenant mis la hache dans cette trajectoire-là. OK? Je vais quand même finir très, très riche. Tu sais, comme... mais probablement beaucoup moins que ce que je l'aurais été si on était resté juste moi et Fred, puis qu'on ne serait pas allé aussi profondément dans l'investissement d'impact. Tu sais, ça me rend heureux de penser à ça. Parce qu'à la fin de la journée, j'en ai pas vraiment besoin de plus. Tu sais, la vérité, là, c'est que j'ai une paire de souliers que j'ai achetés v'là un an. Ça faisait 4 ans que je n'avais pas acheté d'autres souliers de course. Puis là, ils sont déjà un peu troués. Puis je sais que probablement, je vais les toffer encore 2-3 ans. Parce que so what, à la fin de la journée, ils sont confortables. Ouais. Je m'en fous qu'il y ait un trou dedans. Tu sais. Je vais porter le coton ouaté MREX 8 jours par semaine, même s'il y a juste 7 jours par semaine, parce que j'ai pas vraiment besoin de porter d'autres choses. Je suis heureux que ça. J'en ai du luxe. J'ai des belles voitures, j'ai une belle maison, on voyage. J'ai pas d'ambition d'avoir de jet. Si j'en ai un jour, puis que ça m'amène une liberté de voyager encore plus, oui, je vais la prendre. Mais j'ai pas l'ambition de ça. J'ai pas un désir de matériel. J'ai pas un besoin de matériel. Fait que je finisse avec 50 millions ou 100 millions de valeur nette ou 10 millions de valeur nette, ou que je finisse avec 1 milliard ou 2 milliards, fin de la journée, ça ne change rien. Je vais mourir pareil, je ne le dépenserai pas, là, mais que je sois sous 6 pieds sous terre, puis il y a une limite aussi à en redonner à tes enfants et à ta famille. Fait que moi, je me suis dit, qu'est-ce qui me parle? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin? Puis c'est comme ça qu'on est arrivé à cette décision-là. C'est pas tant une décision mathématique, c'est une décision... d'émotion, là. Oui, d'émotion, puis de ressenti, puis spirituel. De drive aussi, d'énergie, c'est clair. Ouais. C'était quand ce switch-là? Écoute, c'est progressif. Parce que, tu sais, à base, elle était déjà là. Tu sais, je veux dire, j'avais 8 ans. C'est mon histoire d'origine immobilier, c'est que j'avais 8 ans. J'étais déjà un enfant qui jouait beaucoup avec les Legos, puis pas de plan. Je me bâtissais mes propres affaires, puis je devais produire un exposé oral en 2e année sur ce que j'allais faire quand j'allais devenir grand. Puis là, je raconte souvent cette histoire-là. Je ne veux pas prendre le temps pour ça ici, mais essentiellement, j'avais dit qu'un jour, j'allais avoir une compagnie qui allait construire des immeubles pour sortir les gens de la rue. Puis c'est toujours resté dans mon arrière-pensée. Puis il y a environ 2 ans, quand on a eu la discussion, moi puis Frédéric, sur où est-ce qu'on était rendu, le nombre d'actifs qu'on allait finir, ben moi, ma réflexion, c'était comme, on pourrait faire, tu sais, comme, je pourrais peut-être faire ça à plus petite échelle, mais je pourrais peut-être le faire aujourd'hui. Puis au lieu d'attendre de devenir grand donateur dans 25 ans, ben ça va se faire tout de suite dès maintenant. Fait que je te dirais, le déclic final a été il y a environ 2 ans. Mais tu sais, c'était un déclic progressif tout au long de ma vie qui était toujours un peu présente, mais là, qui est devenue omniprésente puis pleinement évoluée, je pense, il y a environ 2-3 ans, définitivement. Ouais. Je trouve ça vraiment inspirant, là, puis j'espère que je vais avoir les mêmes... passer à travers les mêmes étapes. Là. Ouais. Mais tu sais, déjà, tranquillement, je le vois, mais tant que moi, ma famille, on n'est pas financièrement très stable, je pense que ça vient en step. Là. Je sais que tu as déjà parlé de la pyramide de Maslow, mais sur le top, dans l'actualisation, je pense qu'il y a même des étapes, d'autres phases dans ça. Là. Au début, tu veux partager peut-être ta famille proche. En premier, c'est la sécurité. Il faut que tu sois capable de manger, puis de ne pas mourir, puis après ça, de t'héberger, puis après ça, d'avoir des interactions humaines, puis après ça, avoir un accomplissement de fierté. Mais tu sais, la pyramide de Maslow, souvent, les gens pensent que la dernière étape, c'est l'actualisation de soi, c'est-à-dire atteindre ton plein potentiel. Puis j'en parle aussi assez souvent, mais Maslow, dans les 6 derniers mois sur son lit de mort,
il a dit, attends un peu, il y a une autre étape on devrait rajouter dans la pyramide, qui est vraiment l'étape suprême, c'est l'actualisation d'autrui. C'est que là, tu t'amènes d'autres à atteindre leur plein potentiel, puis ton succès s'est rendu, puis ton aide passe à travers de d'autres personnes, à travers le service. C'est de valeur parce que si tu tapes pyramide de Maslow, tu trouveras pas ça. Il faut que tu tapes pyramide de Maslow, 6 derniers mois, ajout. Tu sais, c'est plate, mais... C'est intéressant, la dernière étape, là, mais je suis pas certain que c'est différent que de l'actualisation de soi. Là. J'ai l'impression que la philanthropie, là, on rentre un peu dans la philosophie, là, mais c'est toujours un peu égoïste. Là. Parce que je pourrais... Si je suis 100% philanthrope, là, je donner un argent à quelqu'un de très, très, très loin de moi, là, en Afrique, on va dire, ça aurait la même valeur pour moi que le faire à mon voisin. Là. Ouais, ben en fait, je pense pas. Je pense que l'erreur philosophique, puis l'erreur en développement personnel, surtout avec la psychopop d'aujourd'hui, là, d'éliminer ton ego, là, ça, c'est une erreur. Ouais. Puis les philosophies puis les sciences orientales, eux, ils l'ont compris. On n'essaie pas d'éliminer l'ego. C'est normal d'avoir un ego. On va toujours avoir de l'ego. Puis même dans l'actualisation d'autrui, même quand tu fais de la philanthropie ou de l'investissement d'impact ou que tu aides vraiment les gens sans rien attendre en retour, bien, il y a un dilemme. Puis le dilemme au niveau philosophique, c'est que même si tu n'attends rien en retour, tu reçois quelque chose en retour parce que tu te sens bien. Fait que théoriquement, c'est égoïste. Tu sais, tu te sens bien à le faire. Ouais. C'est quand même égoïste. Tu peux pas te séparer de ça, puis c'est normal. L'ego, ça fait partie de nous. C'est comme si tu essayais de te séparer de ta tête ou de ton doigt. C'est un peu stupide, essentiellement. C'est pas stupide, c'est futile, essentiellement, comme exercice. Mais ça vient beaucoup de la psychopop. Parce que la psychopop, tu sais, comme le karma, c'est un concept indien. Les gens ne comprennent pas le karma réellement. Ce dont on dit qu'est le karma, comment on l'explique ici, c'est... On est dans le champ, là. C'est pas ça, pas tout. Là. C'est une compréhension simpliste du karma, comme le yin-yang, qui est un concept chinois du taoïsme. Les gens comprennent pas vraiment le yin-yang. Je pense que c'est un peu la même chose avec l'ego. Fait que oui, d'un sens, l'actualisation d'autrui est similaire à l'actualisation de soi parce que à la fin de la journée, d'aider quelqu'un te fait quand même du bien. Fait que, mais non, parce que tu le fais pas juste pour dire je vais à mon plein potentiel. C'est comme tu te rends compte que mon plein potentiel n'est pas si important que ça, finalement. Ce qui est vraiment important, c'est l'ensemble. L'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de nous, l'ensemble de... C'est une nuance, mais c'est une nuance qu'on dirait que... Puis je dis pas que j'ai la vérité absolue, puis que... Oui, c'est très intéressant. Je suis pas Sadhguru ou Krishnamurti ou Confucius, là, loin de là, tu sais. Mais c'est ma compréhension à date, là, tu sais. Fait que... Encore un épisode dans lequel... qui aurait pensé qu'on aurait parlé de ça dans un épisode d'immobilier? Ah, c'est vrai, hein? Mais c'est le fun. Je trouve qu'on pousse on pousse les barrières puis les limites. Puis c'est le fun de démontrer aussi aux gens que l'investissement immobilier, oui, c'est des TGA, oui, c'est des calculs, oui, c'est des mathématiques, de l'Excel, oui, c'est de la brique, puis là-dessus le terrain. Mais ça peut être tellement plus que ça. Puis c'est pas obligé d'être plus que ça. T'sais, si quelqu'un dit hey, moi, ça me parle pas pantoute, de quoi qu'ils parlent, les autres? Là? Moi, je veux juste avoir mon bloc puis mon plex pour ma retraite. Go for it! Comme, tant mieux. Puis on a besoin de gens qui font ça. Mais il y a aussi une beauté en immobilier où on peut pousser vraiment... on peut pousser plus loin, là, je pense. C'est intéressant. Oui, ça l'est. Là, parce que je pense que l'immobilier, ça a un impact sur... Ça a un impact sur tout le monde. Là. Tout le monde a besoin d'habiter à quelque part. Là. Définitivement. Puis, je pense qu'on peut vraiment... Je ne veux pas être idéaliste, mais je pense qu'on peut changer une partie du monde. Là, certainement. Absolument. Hey, c'était vraiment le fun. Oui. Merci d'être venu. On va certainement se rejaser. Puis je te souhaite beaucoup de succès. Je ne suis pas vraiment inquiet. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, encore un épisode de feu. Et si, bien sûr, vous écoutez religieusement ou non les épisodes de Retour sur l'investissement, je vous invite à aller chercher votre petit cadeau sur mrex.co/podcast. Même si vous êtes allé déjà chercher un cadeau auparavant, bien, vous avez le droit à un autre cadeau. Fait allez-y. On veut vous remercier d'être justement des bons écouteurs et des bons lecteurs et des bons visionneurs de notre podcast.
Ça se dit pas, mais c'est pas grave, on s'en fout. Et sinon, j'espère vous revoir bientôt dans un autre épisode et vous revoir au Collège MREX si c'est pas déjà fait. Allez vous inscrire, vous attendez quoi? L'immobilier, c'est un monde merveilleux quand on est bien formé, quand on est bien entouré, bien encadré. Alors, arrêtez d'attendre parce que la seule chose qui joue en votre défaveur, c'est le temps. On se voit bientôt.